Nous sommes à la Galerie italienne de Paris et je suis en présence d'Anna Vivante. Anna Vivante, que je connais depuis longtemps et qui a une longue expérience déjà dans le domaine de l'archéologie, et puis successivement elle s'est occupée d'une grande association culturelle italienne et maintenant elle est très présente en Italie comme en France et ailleurs en tant que photographe. Mais essayons de reconstituer un peu cet itinéraire. Votre formation, à l'origine, est une formation d'archéologue, n'est-ce pas? Absolument. J'ai commencé à étudier l'archéologie à l'université de Rome. Je me suis déplacé de Milan justement pour cette raison. Et j'ai suivi pour plusieurs années l'école, la Sapienza, à l'université, l'école de Paolo Mattie, très connu archéologue qui a découvert Ebla en Syrie. Il a fouillé pour plutôt 30 ans et il a fait très importantes découvertes. Entre autres, un archive avec une nouvelle langue que maintenant s'appelle héblaïte. Moi, je suis allé donc à Rome, c'était une ville que je ne connaissais pas. J'ai tout de suite adoré parce que j'aime beaucoup l'Antiquité, évidemment, même l'Antiquité romaine. Et je me suis retrouvé dans un... Donc une Milanaise qui aime Rome, parce que ce n'est pas forcément le cas de tous les Milanais, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, ça dépend de l'éducation que vous avez eue. Pour moi, l'Italie est une, et très différente, et grande, et les nuances des Italiens me plaisent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fouillé 8 ans en Syrie avec Paolo Mattie et avec plusieurs de mes collègues. Après, j'ai fait un doctorat à l'université de Naples. Et tout de suite après, je suis parti pour venir en France. Où j'ai été au début, à l'Institut culturel italien avec Paolo Fabbri, où je m'occupais d'organiser des colloques, des tables rondes. Je me suis occupé du patrimoine. J'ai publié avec lui une espèce de... pour la revue de l'Institut culturel italien, je me suis occupé du patrimoine italien, de la politique italienne et française sur le patrimoine, beni culturali, diciamo. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pourquoi ce choix de Paris? Parce que c'était mon professeur, c'était Paolo Mattie qui m'a dit peut-être c'est mieux si tu vas à l'étranger, parce qu'ici c'est un peu difficile. Et c'est comme ça. Je suis parti sans connaître presque personne, mais je me suis tout de suite trouvé assez bien. Je parlais déjà le français. Je connaissais assez bien la culture française. Et puis, dans le domaine de l'archéologie, la France est un pays important. Ah ben absolument, un des plus importants. Surtout sur le Proche-Orient, en disant que c'est Botta, au milieu du 19e siècle, il était ambassadeur, je crois, à Bagdad, en Irak, et c'est lui qui a découvert les plus importantes vestiges de la période assyrienne. Les premiers vestiges, c'est un Français. Donc, oui, la France est très importante, comme l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. J'ai travaillé à la Dante Alighieri comme secrétaire général. Voilà. Donc il faut savoir que le secrétaire général, dans les associations loi 1901, est le pivot organisationnel. Donc vous avez fait
pratiquement fonctionner cette structure. Le comité de Paris de la Dante est de loin le plus important en France. La Dante est la plus grande association culturelle italienne avec plus de 500 comités dans environ 80 pays. Donc c'est un rôle absolument important, c'est lui de s'occuper de la diffusion de la culture italienne sur le plan associatif, c'est-à-dire non pas en tant qu'émanation directe de l'État italien, comme c'est le cas de l'action très méritoire des instituts culturels, mais c'est le côté associatif, donc travailler côte à côte avec les Français en France, les Espagnols en Espagne, et ainsi de suite. Bien donc sûr. Une activité... C'est un peu comme le Goethe Institute. Tout à fait. C'est ça, non? Tout à fait, oui, oui. Avec des relations aussi avec l'ambassade d'Italie, évidemment. Évidemment, oui, oui. Et là, donc, il s'est agi d'une expérience intéressante, là aussi, Très intéressante. et enrichissante. Absolument, absolument. Avant, j'avais écrit le guide du Touring Club sur l'Île-de-France, et ça aussi, c'était très intéressant pour moi, parce que c'était une façon aussi de découvrir une art que je ne connaissais pas, je n'avais jamais étudié, j'ai dû l'étudier à fond, et comme archéologue du Proche-Orient, évidemment, c'est différent, c'est une approche très différente. Qu'est-ce que j'ai fouillé aussi dans les années 90, j'ai fouillé avec les Américains en Turquie, à côté d'Antioche, où j'ai fait aussi des importantes découvertes. Et ça aussi, travailler avec les Américains, c'était intéressant. C'est une autre façon de travailler, c'est une autre démarche, d'autres expériences. C'est-à-dire, quelle est la spécificité de l'archéologue américain? Dans quel sens c'est différent? Ben, c'est plus international. Il y avait, nous, en Syrie, on était tous des Italiens de la même université, plus des apports qui venaient d'universités italiennes, de Turin, mais c'était des passages. Avec les Américains, surtout dans cette fouille, il y avait des gens qui venaient du British Museum, des gens qui venaient des États-Unis évidemment, des Français, une Italienne, disons, vous voyez, c'est plus international. Des étudiants turcs évidemment, parce que c'est ça le but était aussi d'apprendre aux Turcs comment fouiller. Et de les concerner justement dans cette absolument. Fouille. Bien sûr. Bien sûr. Donc, sortant d'une expérience caractérisée par une extrême diversité, à un certain moment, vous avez commencé à vous consacrer d'une manière prédominante à la photographie, sans oublier vos intérêts de base. Et donc, parce que moi, j'ai vu bien sûr plusieurs centaines de photos que vous avez prises, et donc ce sont souvent des photos qui font référence à l'Antiquité. Moi j'ai vu des photos où l'on mettait en évidence les ombres, par exemple, de statues en marbre. Enfin, c'est une manière aussi de mettre en valeur et de rendre actuel bien sûr. Le patrimoine de l'Antiquité. Ben, c'est ma passion, c'était mon travail. J'ai commencé à photographier quand je suis parti la première fois pour aller en Syrie, en 81, où en fait, la première fois que je suis allé en Syrie, je ne fouillais pas à Ebla. J'étais une étudiante en archéologie à Rome. Et je suis parti avec un ami, on a pratiquement traversé de Milan, on a pris une voiture pas très bonne, mais bon. Et on est arrivé jusqu'à Damas, et puis on est revenu en arrière. Donc, mon but au début dans la photographie, c'était photographier ce que j'aimais, ce que je voyais, ce qui m'intéressait, du point de vue architectural surtout. Mais après, le médium, si on peut dire, m'a emporté. Parce que j'ai commencé à photographier tous ceux qui m'intéressaient, qui me plaisaient, des visages,
des paysages, mais surtout des choses en architecture. Ça, c'est vrai. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, après, puisque j'étais une archéologue, je ne pouvais pas me consacrer à la photographie. C'était un peu comme un jeu, un intérêt que je gardais pour moi. Je ne montrais jamais mes photos. Pour moi, c'était aussi de la documentation, c'était plusieurs choses à la fois. Mais petit à petit, ça est devenu quelque chose j'ai commencé à montrer les photos, ils ont aimé, ils me disaient de continuer, de faire ci, de faire ça, et c'est comme ça que quelque chose qui au début était caché commençait à sortir. Plutôt en France. Avant, j'avais seulement fait une petite exposition à la Galleria Alessandra Bonomo à Rome, et j'avais publié des photos sur une revue Nuovi Argomenti, une revue à l'époque, c'était... Oui, fondée par Alberto Moravia, voilà, Enzo Siciliano, voilà, bien sûr. C'était une revue culturelle qui était vraiment au centre de l'attention pendant plusieurs décennies. Oui, parce que... Alberto Carocci. Si. Exactement. C'était une revue qui m'a donné un petit espace de 12 pages où j'ai pu mettre mes photos sans texte, sans rien, il y avait seulement un titre. Parce qu'en même temps, quand j'étais à Rome, je fréquentais le milieu des artistes. C'était le milieu un milieu très vivant à Rome, oui, très sympathique. Donc j'avais comme une espèce de double vie, d'une certaine façon. Oui, mais là, on voit bien que dans votre activité, il y a un mélange entre le côté, pour ainsi dire, aventure, c'est-à-dire aller chercher son thème et donc se rendre dans des endroits qui ne sont même pas très commodes à rejoindre. Et de l'autre côté, il y a un élément docte, c'est-à-dire un élément de recherche, de bibliothèque, d'études rigoureuses. N'est-ce pas? Il y a les deux. Absolument, parce que vous ne pouvez pas savoir comment c'était intéressant pour moi à Rome travailler pendant la thèse qui a duré 3 ans. J'étais toujours à la bibliothèque des Jésuites et c'était une bibliothèque extraordinaire. Sans cette bibliothèque-là, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Et ils étaient très gentils, même avec moi que j'étais une femme quand même. C'est surprenant. J'avais la possibilité de consulter tous les livres que je voulais, et s'il n'y avait pas un livre... Et maintenant, on a même un pape jésuite, oui. Donc cela nous donne de l'espoir pour l'avenir. Non, je ne sais pas. Il y a donc chez vous un côté érudit, pour ainsi dire. C'est ma vie, c'est ce qui m'intéresse. J'adore lire depuis l'âge de 7 ans, je ne sais pas, c'est ce que j'aime. Donc, la curiosité aussi. J'aime beaucoup lire les romans aussi, mais en archéologie, c'était plutôt l'aspect scientifique qui m'intéressait. C'est l'aspect... oui, c'était ça, c'était seulement ça. Seulement, c'est tout dire. C'est l'une des composantes de votre travail et aussi de votre vie au sens large du terme. Oui, c'est peut-être justement à cause de ça que j'avais de l'autre côté de la médaille, disons, il y avait la photo qui me prenait pour l'aspect plus c'est pas de la science la photo, c'est avoir une technique. Après, chacun de nous, tout le monde qui s'approche à la photo comprend tout de suite que la technique est très importante, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, d'autres aspects qui sont autant importants. Après, on peut discuter de ça toute la vie, parce qu'il y a plein de photographes qui ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais comme en archéologie, disons, c'est ça, c'est la science. D'un côté, la photo que c'est un peu l'aspect un peu plus intime, peut-être. Un regard subjectif aussi.
parce que la photo, c'est le point de vue d'une personne, donc Absolument. Qui correspond à des règles, à une technique, mais en même temps, c'est vous, c'est votre œil qui regarde, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Par exemple, dans ces photos ici des dômes, c'est une série que j'ai publiée dans un livre, c'est une série que j'ai exposée ici en 2011. Et en 2011 aussi, j'ai exposé une de ces photos de dômes à la Biennale de Venise. Donc dans ces photos, c'est pas naturel pour un vrai photographe à l'ancienne de photographier des dômes en 35 mm, en rectangulaire. En général, on a une chambre, on fait les choses bien avec un pied. La photo est carrée, comme le dôme. Le dôme est un cercle inscrit dans un carré, généralement. Donc, voilà, moi j'ai préféré m'abstraire complètement et photographier les dômes toujours en 35 mm, donc en rectangle. J'ai photographié après tous les dômes que j'ai rencontrés dans mes voyages. Celui-là sont tous des dômes construits par les plus grands architectes du monde. Ça, c'est Michel-Ange, San Lorenzo à Florence. Celui-là est le Guggenheim Museum à New York. Et comme je le disais au début de cette conversation, nous sommes à la galerie italienne qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Et c'est une exposition collective à laquelle vous participez. Il y a en plus de ces deux photos, il y en a quelques autres que vous avez prises. Vous avez participé bien sûr à d'autres expositions collectives et en même temps vous avez réalisé aussi plusieurs expositions personnelles. Bien sûr, bien sûr. En France, en Italie? En France, en Italie, non, seulement collectif. En France, ici, et dans une autre galerie à Paris, une autre exposition personnelle à New York, en 2007, la première exposition personnelle. Sinon, non, sinon le reste, c'était toujours des expositions collective, chose qui est pas mal non plus intéressant parce que tu rencontres tous les autres artistes, c'est une autre démarche, ce n'est pas inintéressante, au contraire. À Milan, maintenant, j'ai une autre exposition au Spazio Farini, 6, c'est une très jolie galerie à côté de ce que deviendra le centre Feltrinelli à Porta Volta. Et sinon, oui, à Marciac cet été, pendant le festival de Marciac, le festival de jazz, c'est un des plus importants en France. J'ai eu une petite expo avec d'autres amis. Oui, ça dépend. J'aimerais bien augmenter la... Vos photos ont été aussi réunies dans des livres. Bien sûr. Voilà, et c'est là, suivant certains thèmes. Absolument. J'ai évidemment publié un livre sur les dômes qui est sorti en même temps que la grande exposition que j'ai faite ici, en 2011. Et ça s'appelait Ciel d'architecture, et c'était tout de suite après la Biennale de Venise. Un autre livre est sur les vanités, et ça reprend un peu l'exposition que j'avais faite à New York, au Graduate Center, et en 2007, et ça c'était... Mais j'ai toujours choisi plutôt des écrivains français qui introduisaient mes livres. Pour les vanités, j'ai demandé à Emmanuel de Varesquiel, l'historien, de m'écrire quelque chose. Il était ravi parce qu'il aime beaucoup les vanités. Sinon, Claude Arnaud pour les ciels d'architecture, l'écrivain, le romancier. Sinon, j'ai demandé aussi à Philippe Dubois, un architecte, un historien de l'architecture français,
de m'introduire le livre sur les dômes, justement parce que j'avais un peu peur qu'un architecte ne pouvait pas apprécier ma façon, mon interprétation des dômes. Mais lui, il aimait beaucoup et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Voilà donc une autre manifestation de la créativité italienne à Paris. Anna Vivante s'inscrit parfaitement dans la galerie des Italiens de prestige que nous présentons aux visiteurs de notre site. Merci Anna Vivante. Merci à toi.